Hey, Bonjour, bonjour à bonjour. tous, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle rencontre Quantum Way. Bienvenue à toutes les personnes présentes dans ce live et bienvenue à vous également qui nous écouterez en replay. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Florence Bernard et j'ai l'immense plaisir d'accueillir Nathalie Alsten. Bonjour Nathalie. Bonjour Florence, bonjour tout le monde. Avant de te laisser la parole, je souhaitais dire quelques mots sur ces rencontres. L'idée nous est venue quand on a organisé notre sommet en ligne au mois d'avril pendant le confinement. Sommet qui a rassemblé plus de 20 orateurs et plus de 10 000 personnes. Je crois que toi, dans ton congrès, tu vas nous dire, mais je crois que tu es largement au-dessus de ça. Mais 10 000 personnes au congrès, premier congrès en ligne Quantum Way au mois d'avril, c'était une belle rencontre. Et nous avons souhaité garder le lien et surtout garder l'esprit de ce sommet. Et c'est comme ça que les rencontres Quantum Way sont nées. Elles trouvent aujourd'hui leur rythme de croisière, 1 à 2 fois par mois, parfois plus, en fonction de notre actualité. Et nous invitons à chaque fois une personne qui nous inspire. Voilà. Ce que notre mission chez Quantum Way, c'est de faire découvrir au plus grand nombre ces personnes qui nous ouvrent le chemin vers plus d'amour de nous, de compassion, et de créer aussi un monde entre le monde anglophone et le monde francophone de la thérapie, du développement personnel et de la pleine conscience, la mindfulness. Donc Nathalie, toi tu fais partie de ces personnes qui nous inspirent. Non seulement parce que tu es coach, thérapeute, conférencière, tu es aussi auteur d'un livre qui a eu un franc succès, qui s'appelle Émotif talentueux, être soi autrement, 6 étapes pour vivre pleinement son haut potentiel. Je ne pense pas m'être trompée, je me fais une petite note. Parfait. Mais tu es aussi, et c'est pour cela que tu es là aujourd'hui, la créatrice, la fondatrice, l'animatrice du seul congrès virtuel de la douance qui existe en francophonie. Aujourd'hui, c'est la 5e édition de ce congrès. Un congrès qui s'adresse aux adultes concernés par cette problématique, mais aussi à ceux qui les entourent ou les accompagnent, qu'ils soient amis, parents, professionnels de l'accompagnement. Et ton objectif, ton leitmotiv même, c'est toujours d'apporter des clés, des ressources, c'est vraiment de prendre tout le positif de cette spécificité qu'est le haut potentiel ou le multipotentiel ou l'hypersensibilité. Ouais. Donc la première question que je voudrais te poser et qui a été posée par différentes personnes qui se sont inscrites à cette rencontre, c'est comment savoir si je suis concernée par le haut potentiel ou le multipotentiel et est-ce que ce congrès est fait pour moi? Merci Florence. Alors je vais donner une réponse qui ne sera peut-être pas courte, mais je pense que ça fait partie d'une des caractéristiques du haut potentiel. Pour vous permettre, en tout cas, les personnes qui m'écoutaient maintenant ou en rediffusion, de pouvoir bien comprendre de quoi il s'agit, parce qu'il y a quand même pas mal de notions alentour de haut potentiel, multipotentiel, le zèbre, le haut potentiel émotionnel, moi je parle d'émotif talentueux, hypersensibilité, et en fait, je pense que beaucoup de personnes ne s'y retrouvent plus. Donc, je ne vais pas vous faire toute une théorie là-dessus, mais j'aimerais quand même donner quelques clés pour que vous puissiez identifier de quoi il s'agit et puis par la suite de voir effectivement si vous êtes concerné ou pas. Je vais vous expliquer comment on fait, en tout cas sur certains aspects. Alors, moi j'aime bien commencer par un espèce de cliché que les gens ont. Quand on parle de haut potentiel, il y a quelque chose dans la posture qui est un peu dérangeant, encore plus quand on parle de surdoué, puisque c'est un synonyme. Ça fait non, moi je me retrouve pas du tout là-dedans, parce que ce dont on a l'impression, c'est quoi? Ce sont des gens qui réussissent tout, qui ont été très très bons à l'école, qui sont très bons en maths. C'est à peine si on les voit pas avec des petites lunettes rondes, qui gèrent absolument tout, y compris le côté émotionnel, qui forcément réussissent. Et c'est quelque chose comme ça qui est très très mythique. Alors ça peut parfois être ça, mais c'est en tout cas pas ce qui est la réalité. Okay. Moi, c'est ce que j'ai cru pendant pas mal de temps. Donc, effectivement, quand on m'a parlé de haut potentiel au début, de surdoué, non, c'est pas moi. Non, je veux pas entendre parler de ça. Et une de mes premières réponses, mais moi, je suis mauvaise en maths. Et je suis toujours mauvaise en maths, ok. Quand on parle de quelqu'un qui est concerné par le haut potentiel, et j'aime bien dire est concerné et non pas, parce que je n'aime pas mettre une étiquette. Okay, pour moi, c'est une grille de lecture. Quand on parle de haut potentiel, alors on parle de quelqu'un qui est câblé autrement.
qui fonctionne différemment, qui certes, quand il est identifié, a un QI plus élevé que la moyenne, mais ça ne veut pas dire que la personne est plus intelligente. Ça veut juste dire que on a une intelligence différente, qui se traduit de plein de manières. Par exemple, dans la manière de raisonner, qui est différente d'une majorité de personnes. La vitesse de traitement, quand quelque chose nous intéresse, peut être nettement plus rapide. Ça peut être parfois plus lent aussi, quand on doit réfléchir, faire le tour, etc. Parce que parfois, les gens me disent non, moi, je suis lente. Ah oui, dans certains cas, parce que au lieu d'aller en ligne directe, on fait vraiment tous les détours. Okay. Il y a très souvent une intensité qui est là, hein, dans la manière de faire les choses, de les ressentir, etc. J'ai parlé de raisonnements différents. Il y a souvent une grande curiosité, un vocabulaire qui peut être excessivement pointu aussi. Le petit détail, on ne dit pas les choses d'une manière ou d'une autre très précis. Ça peut être une des caractéristiques. Maîtrise, mémorisation de l'information. Un apprentissage aussi qui est qualitativement différent. C'est pour ça qu'on peut se rendre compte que chez les enfants, ils apprennent pas de la même manière. Mmh. Donc, par exemple, on peut parler aussi d'intuition. Je vais donner un exemple très, très concret. Combien il n'y a pas d'enfants qui disent, oui, mais moi, j'ai la réponse, mais l'école demande pas la réponse, demande le raisonnement. Et donc, aujourd'hui, moi, je travaille plus avec les enfants, mais ce qui est quand même très souvent recommandé, et ça pourrait être vrai pour les adultes aussi, c'est de partir de la réponse et de faire le chemin à l'inverse. Parce que l'école a besoin qu'on démontre. Et quelque part, c'est la même chose au niveau professionnel. Donc, voilà, c'est une série de caractéristiques. Alors, au plus on en rencontre, au plus il est possible qu'on soit concerné par le haut potentiel. Okay. Sachant que je vais même pas vous donner une définition très claire, puisque quand j'ai écrit mon livre, j'ai fait des recherches effectivement pour me dire c'est quoi la bonne définition. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas deux définitions qui étaient les mêmes. Okay. Et je pense que c'est aussi pour ça que parfois on a du mal à s'y retrouver. Alors, souvent les gens me disent, mais qu'est-ce que vient faire l'hypersensibilité là-dedans? Il y a chez le haut potentiel quelque chose, je disais tout à l'heure, de la haute intensité dans la manière de vivre les choses, de réfléchir, de s'impliquer dans ses relations. Enfin, il peut y avoir même de faire dans le côté psychoteur. Il peut y avoir aussi cette grande énergie, cette intensité qui est là, y compris au niveau émotionnel. Et donc, moi, je dis souvent que la difficulté, ça n'est pas d'avoir un mode de fonctionnement différent. La difficulté, c'est à travers ce mode de fonctionnement différent, de ne pas savoir occuper sa place. Et si on ne nous a pas expliqué, et ça répond à une des questions qui a été posée, si on ne nous a pas expliqué que nous, on avait un mode de fonctionnement différent et que c'était tout à fait OK, qu'on fait partie de 2 ou 3% de la population qui fonctionne pas de la même manière, ça ne nous positionne pas mieux ou moins bien, c'est juste comme ça qu'on fonctionne, un peu extraterrestre, hein, E.T., émotif talentueux, c'est de là que ça vient. Bah, à un moment, si on nous a pas expliqué et que quelque part on n'a pas une sécurité intérieure, qu'on n'a pas été validé là-dedans, alors même si on n'a pas forcément les mots, moi je connais des tas de hauts potentiels à qui on n'a pas dit qu'ils étaient hauts potentiels, mais qui se sentent bien parce qu'ils ont été validés dans leur fonctionnement atypique. Okay. Et si on n'a pas ça, mais qu'est-ce qu'on croit? C'est un des fondements de l'estime de soi. Qu'est-ce qu'on croit? Que on n'est pas OK, que le problème c'est nous. Et ça peut générer le sentiment de décalage. Et donc l'hypersensibilité mélangé avec le sentiment de décalage, ça fait un joli cocktail explosif. Ça peut être très douloureux parce que on a toujours l'impression, on a souvent ou régulièrement l'impression qu'on n'est pas au bon endroit, qu'on ne fonctionne pas correctement. Et quand il y a cette grande sensibilité, c'est ça effectivement qui peut engendrer parfois des souffrances, effectivement. Voilà. Ça, c'est pour placer j'ai pas encore répondu comment on sait, hein, mais c'est pour placer le contexte du haut potentiel par rapport à l'hypersensibilité. Peut-être un chiffre aussi. L'hypersensibilité concerne 20% de la population. Donc, on peut être concerné par l'hypersensibilité, mais pas forcément le haut potentiel. Donc, voilà. Ça, c'est une base. Je peux encore parler du multipotentiel, mais voilà. Tu voulais dire quelque chose? Parce que non, juste déjà me lancer, mais faut toujours pas faire ce raccourci de je suis hypersensible, parce que dans l'hypersensibilité, il y a beaucoup de caractéristiques qu'on retrouve aussi chez les hauts potentiels, et parfois on a l'impression tout de suite que
ah bah oui, si je suis si je suis hypersensible, c'est que je suis certainement au potentiel. Pas forcément. D'où peut-être effectivement comment est-ce qu'on sait, ou est-ce que juste en lisant des livres, est-ce qu'il y a des tests aussi, hein, donc qu'est-ce que toi tu recommandes? Alors, moi je pense que c'est un chemin. Parce qu'à un moment donné, si vous vous sentez interpellé par cette notion d'hypersensibilité au potentiel, etc., je présuppose qu'il y a quelque chose qui est venu vous chercher dans cette grille de lecture et que vous vous reconnaissez dans ces aspects-là. Donc, renseignez-vous. Il y a effectivement toute une série de lectures. Il y a le congrès de Wans maintenant qui sert à ça, puisqu'on ne parle pas que du haut potentiel. Hein. Vous pouvez très bien ne pas être concerné, mais on inclut vraiment la haute sensibilité dans nos interventions. On parle aussi du multipotentiel, qui est le fait de changer de boulot tout le temps, hein, qui est une autre notion encore qui ne réfère pas forcément au potentiel, mais voilà, ça nous permet un petit peu de nous démarquer. Et si à un moment donné, c'est important pour vous, il y a moyen de passer ce qu'on appelle un bilan. Un bilan au potentiel qui consiste à aller alors en Belgique, c'est chez un psychologue ou dans une association qui fait ça. En France, il y a pas mal de neuropsychologues qui abordent le fameux test qui se passe en général, enfin en tout cas la base, c'est quoi? C'est 3 étapes. C'est une anamnèse, c'est-à-dire que vous échangez pendant à peu près, alors ça dépend de la personne, mais on va dire 1 heure, en tout cas une séance. Vous échangez sur les raisons qui vous amènent à vouloir effectivement passer ce bilan. Il y a le bilan en tant que tel qui consiste en un test, le WAIS, W-A-I-S, et il y a la 3e étape qui consiste en le fait de vous rétrocéder les résultats. Mais vous repartez avec un chiffre, des échelles, on va dire, pour faire simple, et un oui ou un non, en fonction de avec qui vous travaillez. Donc, quelque part, on peut valider le haut potentiel, mais c'est pas forcément ça qui va vous permettre de faire le chemin supplémentaire. Donc, il y a même de plus en plus de psychologues ou de neuropsy qui ne donnent pas le chiffre. En plus, d'accord, ok, oui. Voilà, pas forcément mon expérience, mais possible. Qui modulent le chiffre en fonction, qui ne prennent pas les mêmes grilles ou les mêmes calculs du chiffre. Mais donc, pour moi, c'est vraiment se poser la question, quel est l'intérêt pour vous de faire valider ce fameux haut potentiel? J'ai tendance à dire que ce qui est important, c'est de passer par la compréhension de ces grilles de lecture, de l'hypersensibilité, de vous approprier en disant voilà dans quoi je me reconnais, etc., avant de faire la démarche de vous faire tester. Et une fois de plus, je connais des tas de personnes qui me disent mais moi je n'en ai pas besoin. Et effectivement, je n'en ai pas besoin et c'est très bien comme ça. Donc c'est très personnel. C'est très personnel et je pense que c'est important aussi de clarifier les attentes que vous avez en passant ce bilan. Parce que ça me semble essentiel de savoir à l'avance si un bilan peut répondre à ces attentes-là ou pas. Hein, par exemple, je vais arriver chez mes parents, c'est un grand classique, hein, en disant voilà que j'ai un chiffre, ça prouve que ça va pas tout résoudre. Non. Au contraire, parfois, j'en parle parce que je l'ai vécu. Ma mère, elle m'a dit félicitations. J'ai jamais été très bonne à l'école. Enfin, pas que j'ai pas été très bonne, mais ça a été très fluctuant, quoi. Et donc, moi, je venais avec un grand chiffre. Enfin, en tout cas, je l'ai amené comme ça, très fière de moi. Mais j'avais besoin de ça. Hein. Aujourd'hui, je rigole et j'en veux pas du tout à maman. C'est juste qu'elle, je ne savais pas quoi faire avec ce chiffre-là. Enfin, voilà, quoi. Donc voilà, je souris aujourd'hui par rapport à ça, mais soyez juste clairs hein, et voyez si c'est juste pour vous et si c'est le bon moment pour vous. Voilà. Oui, ça fait partie des questions aussi. Qu'une fois que j'ai passé le test ou que j'ai fait toute la démarche, qu'est-ce que je fais de ça dans mon entourage, à l'école, dans la famille? Oui. Alors, ça rejoint la question, hein, en quoi c'est important de savoir. Qui dit fonctionnement différent dit effectivement l'importance de bien se connaître pour être au clair avec nos besoins. Et puis parce que quand nous sommes en relation, si nous avons un type de fonctionnement qui est différent, je vais dire le contraire de ce qu'on entend parfois. Je ne pense pas que ce soit aux autres à nous comprendre comme on voudrait que ça soit le cas. Je pense fondamentalement que ce qui est important, c'est de pouvoir donner les bonnes clés aux personnes qui sont en face de nous.
perso, j'aime bien donner cet exemple-là au niveau travail. Je suis une vraie speed. Même si je me suis calmée avec l'âge, la maturité, la sagesse, je ne sais pas. Mais en tout cas, je peux être une vraie speed. Si je ne donne pas main à mon équipe, tout le monde est concerné par le haut potentiel dans mon équipe. C'est pas vraiment ce que j'ai voulu, j'ai pas cherché, mais il se trouve que c'est quand même comme ça que ça s'est mis en place. Mais même entre haut potentiel et hypersensible, parce que tout le monde est concerné par la haute sensibilité dans mon équipe aussi, il faut que je leur donne des clés sur mon mode de fonctionnement et leur dire, attendez, si je vais trop vite ou le truc dans ma tête parce que ça fait 5 ans que je fais la même chose, c'est facile quoi. Mais j'ai oublié que pendant un bout de temps, il a quand même fallu que je trouve le raisonnement que j'ai dû apprendre aussi. Donc, mon équipe sait que quand je vais trop vite ou que je leur dis un truc et que ça connecte pas chez eux parce que j'ai pas pris le temps d'expliquer, il faut que, je les invite à revenir vers moi. Et en fait, c'est vraiment que ce soit au niveau professionnel, personnel, etc. En particulier, si vous avez en face de vous des gens qui ont pas l'habitude de votre fonctionnement, donnez-leur des clés. Et donnez-leur des clés, ça ne veut pas dire, vous savez, moi, je viens de découvrir que je suis au potentiel ou hypersensible ou zèbre ou que sais-je. Ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Donc, donnez-leur, parce que vous vous rappelez ce que je vous ai dit en démarrant, hein, c'est qu'est-ce qu'on croit qu'on va faire Harvard, qu'on est bon en maths, etc. Et donc, si vous dites ça aux gens, ils vont croire, enfin, le risque, effectivement, c'est qu'ils vous associent à un mode de fonctionnement qui n'est pas votre vrai mode de fonctionnement. Ça ne veut pas dire que vous pouvez pas faire Harvard, c'est pas ça, mais, enfin, il y a un décalage. Donc, à vous d'équiper l'autre pour que ce décalage puisse diminuer. Moi, je dis c'est à nous à donner le mode d'emploi. J'insiste très, très fort là-dessus. Oui, tu dis vraiment c'est une grille de lecture et un mode d'emploi et c'est important. Ouais. Effectivement, à la fois ton livre que tu as écrit vraiment dans cette optique-là de donner des clés. Ouais. C'est quelque chose. Et d'ailleurs, et 12 congrès que tu fais depuis 5 ans maintenant. Ouais. La 5e année, donc bon anniversaire. Merci. 5 ans, c'est joli. C'était pas gagné quand je vois, oh là là. Tu sais, je le répète souvent, mais je savais pourquoi je le faisais. Mais alors, je ne savais pas du tout ce que je faisais. Et toi, tu savais pas non plus ce que tu faisais. J'ai rigolé, hein, quand quand vous avez lancé le congrès, en disant, ils sont fous, ils savent pas. Et en même temps, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on se lance. Je rigole aujourd'hui, mais quelle aventure, belle aventure, mais oui. Et si on parlait un petit peu de ce congrès, après on reviendra, parce qu'il y a eu pas mal de questions dans le questionnaire, le questionnaire qui était publié au moment de l'inscription, et puis il y a des questions qui vont arriver dans le chat. Je vais juste afficher effectivement, non, c'est pas ça que je voulais faire. Je veux pas m'inscrire, je veux juste le publier, voilà. Donc, en fait, ce congrès, c'est du 8 au 17 octobre. Il y a 16 experts ou plus. Alors, il y a 16 interventions, dont 2 interventions en binôme. Et je ferai un coaching en direct. Donc, on peut dire qu'on est 18 experts. Et viennent de se rajouter, alors là, je vous fais un scoop parce que c'est pas encore officiel, viennent de se rajouter dans la soirée de clôture toute une série de personnes. Virginie Delalande, ça vient d'être annoncé, qui est la première avocate sourde en France, un parcours fabuleux. Alors là, c'est un morceau, un sentiment de décalage, Virginie. Donc voilà, elle va témoigner. Et je viens d'avoir l'accord de Fabrice Midal, qui va intervenir. Il sera en direct pour vraiment répondre à la question comment on peut rester serein dans le monde actuel. Mais aussi avec ce fameux sentiment de décalage et ce côté atypique, parce que c'est vrai que lui, quand je vois ce qu'il écrit, le côté atypique, je me suis rendu compte que ça lui parlait pas mal. Donc voilà, je serais vraiment très très heureuse de l'interviewer. Il y aura aussi une table ronde, donc il y a beaucoup plus encore que 18 experts. Il y a plein de thématiques qui vont parler à différentes personnes en tout cas. Donc c'est chaque jour 2 conférences et des questions-réponses. Oui.
Donc, en fait, le principe, c'est que à partir de jeudi, pendant 8 jours d'affilée, nous avons à 19 heures heure Belgique, hein, donc pour les Québécois 13 heures, si je ne me trompe pas, une première intervention. Les interviews sont préenregistrées, hein, je ne m'en cache pas. Et puis, l'orateur est toujours en direct par la suite. Donc, en général, elle dure à peu près 1 heure, à quelques exceptions près, et on vous prévient. Et puis, vous pouvez, si vous êtes en direct, on répond à vos questions. OK? Et puis ensuite, que ce soit la vidéo de base ou questions-réponses, sont envoyées sur notre plateforme et vous y avez accès pendant 24 heures. Et donc, comme ça, pendant 8 jours. Voilà. Et le 17 octobre, donc la soirée de clôture. Qui commence à 19 heures. Alors, pour le moment, c'est un peu les chaises musicales dans le programme parce que moi, j'invite plein de gens en me disant, il y en a toujours bien un qui viendra pas. Ils m'ont tous dit oui, donc on va faire une longue soirée de clôture. Bah, c'est bien pour un 5e anniversaire. Donc, commencera à 19 heures. En principe, on aura Cécile Bost, on aura Virginie Delalande, on aura effectivement Fabrice Midal et une table ronde sur vraiment la thématique parce que ça fait partie du fondement de ce que j'ai envie de transmettre, c'est de voir le haut potentiel, l'hypersensibilité, le côté atypique. Ça n'a même pas besoin d'être le haut potentiel uniquement, comme étant une force sur laquelle on peut s'appuyer et de transformer ce sentiment de décalage en richesse. Ok, je fonctionne de manière différente, mais comment je peux utiliser cette différence dans le monde aujourd'hui pour construire le monde de demain, qui en fait commence aujourd'hui. Hein, donc, il peut y avoir un côté un peu idéaliste tout à fait assumé chez moi, mais je trouve que c'est vraiment important. Je pense que notre monde a vraiment besoin, tu parlais tout à l'heure d'amour, notre monde a besoin de gens qui apprennent à se connaître, des gens qui apprennent à s'apaiser, qui apprennent à se détacher, à ouvrir leur cœur et à transmettre cette vibration aujourd'hui. Je pense qu'on en a besoin plus que jamais en fait. Et donc, mon intention, c'est ça à travers ce congrès, et y compris dans cette soirée de clôture où j'espère vraiment rassembler une série de personnes pour pouvoir échanger, chatter, etc. Voilà. Okay. Et donc, tu me partageais tout à l'heure qu'effectivement, tu as eu tous les congrès que tu as fait donc, sur les 4 dernières années, énormément de témoignages, tous souvent très bouleversants, de personnes qui ont vraiment trouvé dans ces congrès plein de ressources, plein de clés de compréhension de soi. Donc, c'est un peu ce qu'on va trouver aussi cette année. Oui, je pense qu'une des phrases qui m'est le plus souvent dite quand les personnes découvrent qu'elles sont concernées par une de ces grilles de lecture-là, c'est « je ne suis pas folle » ou « je ne suis pas fou ». Et ça, moi, ça me bouleverse chaque fois parce que il peut y avoir tellement de souffrance dans ce sentiment de décalage, dans cette manière de ne pas occuper la place et dans des diagnostics qui peuvent parfois être des mauvais diagnostics. Il y a un bouquin aux États-Unis qui a été écrit sur ça, sur les erreurs de diagnostic. Et pour beaucoup de personnes, le congrès, parce qu'il y a une effervescence alentour de cette semaine-là, on cherche vraiment à couvrir toute une série d'éléments, chaque année de nouvelles thématiques, mais des éléments qui vont aussi bien parler à des professionnels qu'à des personnes qui viennent de se découvrir. Et ce qui est excessivement touchant, je reçois des témoignages parfois 1, 2, voire 3 ans après, c'est de voir l'évolution et de voir les personnes qui disent mais vraiment, mais vous avez changé ma vie. Le congrès a changé la vie de ces personnes-là parce qu'elles se rendent compte que non, elles ne sont pas inadéquates, non, elles ne sont pas folles, non, elles sont pas concernées par le borderline ou que sais-je. Mais par contre, oui, on a une haute sensibilité, que c'est pas toujours évident. Et comment je fais pour l'apprivoiser? Et ça, c'est quand même quelque chose d'hyper important. Voilà. Ouais, j'ai Sylvie qui nous a écrit j'ai découvert mon hypersensibilité à 69 ans en vous écoutant. Un grand merci. Donc voilà, je transmets. Et ouais, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Non. Ouais. Ouais, je me souviens, j'ai eu une patiente qui est arrivée, elle a découvert ça à 65 ans, pareil. C'était assez bouleversant pour elle. Ouais. Oui, j'ai régulièrement dans le groupe des personnes qui ont un certain âge. Ouais. Alors, c'est pas toujours accueilli de la même manière. Il peut y avoir plusieurs phases. D'ailleurs, quand vous vous inscrivez au congrès, vous recevez un livret que j'appelle les 4 phases de la douance, les 4 phases d'intégration de la douance.
Ça peut être, dans un premier temps, il peut avoir le sentiment de perte de temps, d'avoir gâché ses années. Si on me l'avait dit, l'incompétence des psys, du docteur, enfin, voilà, ok. Et puis pour d'autres personnes, ça peut être un apaisement directement parce qu'il y a la pièce centrale qui est là et on peut fluctuer entre les deux. Je constate vraiment que la première année, c'est une année de bouleversement, c'est une année de perte d'anciens repères pour aller vers des nouveaux repères. Et donc voilà, ça demande un temps de digestion. Et c'est ok. C'est vraiment ok. Là, je suis aussi passée par là, donc la première année a été bouleversante. Fabrice Michaud parle dans notre congrès, va vraiment parler, il va aborder justement les premières questions, les premiers mois, les premiers moments, hein, où il peut y avoir ce reflet, mais non, c'est pas possible. J'ai pas été bon à l'école. Si j'avais été concernée, j'aurais eu une carrière différente, j'aurais une autre valeur de moi. Il y a eu des questions aussi qui ont été posées. Hein, mais comment est-ce qu'on peut réussir et puis après ne pas être bien au travail, pas avoir ce sentiment de réussite. Tout ça est abordé dans le congrès évidemment, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de prismes par lesquels on peut passer pour répondre à ça. Voilà. Si tu devais pour cette année donner quelle est la différence par rapport aux autres années ou qu'est-ce qu'on va y trouver? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui te suivent depuis 4 ans. Est-ce que ça va être toujours la même chose? C'est différent? Enfin, te connaissant, je sais que c'est différent. Moi, ça me va faire tout le temps la même chose. Ça fait partie d'une des caractéristiques, donc je ne peux pas. Et fondamentalement, quand je vais soit chercher des orateurs ou que je reçois des candidatures, puisque chaque année, on travaille sur candidature aussi, je me demande, mais qu'est-ce que ça peut apporter de nouveau au congrès et qu'est-ce qui n'a pas encore été dit? Alors, on peut pas être que sur des choses qui n'ont pas été dites parce qu'il y a des basiques. Donc, il y a cette année la thématique du couple qui avait été abordée la toute première année par Ariel Ada, pardon. Cette année est abordée par Virginie Lafarge, qui est psychothérapeute, qui accompagne les couples, connaît vraiment bien son sujet et elle vient avec des éléments vraiment très pertinents. Alors, c'était pas mon intention, mais j'ai accueilli, j'ai lâché. J'admets que ça a fait partie de mes peurs. La spiritualité arrive vraiment dans le congrès. Il y a une part de moi qui a freiné sur ça avant, par peur de ce que les gens allaient dire. Bon, ben manifestement, la vie est en train de m'envoyer le signal que il est temps que j'aille là-dedans. Donc, j'avais invité Isabelle Padovani pour qu'elle parle de communication non violente. Et elle m'a dit, mais moi, je vais parler du divin. Bon, ben ok. Se dire, voilà, j'ai accueilli et en fait, il y a beaucoup de personnes que je vois dans le chat, hein, des personnes qui disent, c'est super, Isa Padovani. Oui. Donc voilà, ça, il y a une vraie prise de position de ma part par rapport à ça, j'accueille. Qu'est-ce qu'on a encore? Oui, on parle aussi, ça, je voudrais vraiment déployer ça dans le congrès, de la double exceptionnalité. C'est-à-dire que la double exceptionnalité, c'est le haut potentiel qui se cumule avec un trouble. Ça peut être l'Asperger, ça peut être un trouble 10, ça peut être un TDA, un TDAH, ça peut être plein de choses. Hein. Virginie Delalande, qui est concernée par la surdité, on peut l'appeler une doublement exceptionnelle, twice exceptional en anglais, oui. Parce que l'un va masquer l'autre ou l'un va soutenir l'autre. Donc le haut potentiel peut soit être masqué parce que le trouble prend beaucoup de place et on ne se rend pas compte qu'il y a le haut potentiel, ou au contraire va compenser. Et donc on ne cerne pas le trouble nécessairement de la bonne façon. Enfin, voilà. Et on va en parler. 2 personnes qui sont hyper qualifiées, qui viennent du Québec, vont en parler dans le monde du travail. Donc c'est vraiment très pointu. Une très belle intervention. Moi, j'ai appris plein de choses. Quand je termine une intervention, j'ai appris plein de choses, mais yes, parce que je me dis, ben voilà, on amène vraiment quelque chose de nouveau, y compris pour les pros qui sont là, hein, en sachant qu'on a un discours grand public, parce qu'on a vraiment envie que tout le monde puisse comprendre ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme caractéristique? Oui, j'ai vraiment eu envie cette année de venir avec quelque chose en termes de vibration. Comment je vais expliquer ça? Bon, on est dans une année pas simple, où finalement, il n'y a pas toujours de la place pour l'espoir. Et j'ai vraiment eu envie de venir avec ça, avec quelque chose d'inspirant,
de réaliste. On n'est pas en train de dire que tout va bien. Mais j'ai envie que les gens bouclent ce congrès en disant qu'ils ont pu prendre de l'énergie, qu'ils ont pu en recevoir pour continuer leur chemin en étant qui ils sont et pour pouvoir contribuer eux-mêmes de leur côté avec leur singularité, j'ai envie de dire. Donc voilà. Et puis je pense que l'année passée, on était déjà arrivé à un très bon niveau de professionnalisme puisque les conférenciers sont préparés par Samia. Samia qui est notre aligneuse, comme je l'appelle. Et cette année, ça a été le cas aussi. Donc, on est vraiment dans quelque chose de plus pointu que la première ou la deuxième année, évidemment. Donc, voilà les différences, je dirais. Ok. Je regarde un peu dans les questions qui ont été posées avant le... tu as répondu déjà à pas mal de questions. Il y avait une question il y a quelqu'un qui a posé la question, dire, tiens, est-ce qu'il y aura des méditations ou, il y a Fabrice Midal qui a... Alors, ça va être du direct, donc voilà, lui, il n'a pas besoin que je lui pose des questions à l'avance, et moi, je ne sais pas encore lesquelles je vais lui poser, donc on verra bien ce que la vie nous apporte, puisqu'on va être dans le flow. On n'a pas prévu de méditation en direct. Par contre, les personnes qui auront envie de continuer le chemin pourront acquérir un pack, et dans ce pack, effectivement, il y a certaines méditations, effectivement. Oui, c'est ça. Donc, il y a comme la plupart des congrès en ligne, il y a tout le temps du direct avec plein de conférences gratuites, en accès gratuit pendant 24 heures, etc. Et puis, il y a la possibilité d'acquérir le pack, qui permet de financer le congrès, et qui permet à tout le monde vraiment de prolonger cette énergie. Et dans le pack, il y a plein de bonus. Oui, en fait, nous, notre principe, c'est vraiment quand un orateur intervient, donc je parle bien des 16 interventions, quand un orateur intervient, il vient avec des explications, déjà toute une série de choses qui nous permettent de faire des prises de conscience, mais on tire le fil et on continue après avec un bonus qui est offert et qui est exclusif au congrès, qui est offert pour pouvoir continuer la thématique. Je prends par exemple la relation de couple, on en a parlé tout à l'heure, Virginie nous propose par la suite un livret de mémoire, un livret avec comment on fait pour communiquer, à quoi penser, etc. Donc, il y a le côté pratico-pratique qui suit. Et de même, en fait, on fait des sessions de groupe pour que les personnes puissent... je vois, il y a Mélanie, il y a Nectaria dans les personnes qui sont là, qui ont déjà fait partie des anciens packs, en fait, pas des anciens trajets, j'ai envie de dire programmes, qui peuvent poser leurs questions, parce que c'est vrai que quand on découvre son potentiel, on est un peu largué, quoi. Et au bout d'une semaine de congrès, on a très souvent envie de continuer, voilà. Donc, les personnes qui auront envie de continuer pourront le faire, et puis il n'y a vraiment pas d'obligation. Vous verrez ce que ça vous apporte, et si vous avez envie de continuer le chemin à ce moment-là, en tout cas. Oui, ce que tu soulignes aussi, c'est qu'effectivement, il y a le moyen de continuer, donc avec le pack, mais aussi en se connectant sur ton groupe Facebook. Parce que ça, c'est important aussi. Il y a beaucoup d'échanges. Moi, j'ai pas le temps d'intervenir parce que c'est compliqué, mais je vois vraiment passer. Je me connecte souvent sur le groupe et beaucoup d'échanges qui sont extrêmement positifs. Ouais. Ça fait aussi partie quand les gens disent qu'est-ce que vous nous conseillez de faire, échangez-vous vos bonnes pratiques, vos ressentis, vos questions, et c'est ça qui fait la force aussi de ton congrès. Ouais. Alors en fait, on a un groupe, cette année on a fait le choix de faire un groupe Facebook dédié au congrès 2020 uniquement, qui va durer pendant tout le temps du congrès. Ensuite, les personnes qui suivront l'aventure auront un groupe rien que pour eux. Ok, ça c'est nouveau. On faisait pas ça les années précédentes. Et maintenant, j'ai une équipe qui peut m'aider à modérer et à accueillir. Et donc, on vient de franchir les 20 000 inscrits cette année, donc vraiment c'est génial. Et donc, du coup, tout le monde n'est pas sur Facebook, mais ça fait, il n'y a pas que 100 personnes sur le groupe, donc ça fait vraiment des échanges très très enrichissants où beaucoup de personnes écrivent et d'ailleurs témoignent. La publication qu'on est en train d'approuver pour le moment, c'est beaucoup ça.
Les personnes qui disent, j'ai pas pour habitude de m'exprimer, mais quand je vois tous vos témoignages, ça me touche parce que je me retrouve dedans. Je me dis, enfin, des gens qui fonctionnent comme moi. Je me sens beaucoup moins seule, et j'ai moi aussi envie de partager parce que ça fait vraiment du bien, en fait. Donc oui, je pense que ça fait partie aussi du congrès, sachant que il y a vraiment en trame de fond des valeurs qui sont vraiment importantes, c'est des valeurs de partage, des valeurs de curiosité et la bienveillance. Oui. J'ai toute une série d'équipes de petites souris bienveillantes qui sont là pour vérifier à ça. Moi, j'ai besoin que les gens qui soient dans le groupe se sentent en sécurité. Après, on n'a pas la sécurité, c'est important pour tout le monde, mais ça l'est encore plus quand on est hypersensible parce que tout peut prendre une proportion qui nous dérange et qui nous insécurise très fort. Tout à fait. Et donc, on a des règles de groupe qui peuvent sembler très drastiques de l'extérieur, mais je sais bien pourquoi on les a placées comme ça. Ça fait 5 ans et demi maintenant, puisque mon premier groupe, j'ai commencé 6 mois avant le premier congrès, puisque c'est à travers le premier groupe que j'ai posé les questions aux orateurs de la première année. Et c'est comme ça qu'on fonctionne et c'est comme ça que les gens disent que c'est un des groupes où il y a vraiment beaucoup de bienveillance et qu'ils arrivent à s'exprimer. Et on peut très bien dans le groupe sans avoir envie de s'exprimer et juste regarder ce qui s'y passe. Il y a cette possibilité-là aussi, bien entendu. Voilà, on peut participer, mais on peut être juste de prendre et juste se laisser ressentir les choses parce que c'est important. Certaines personnes s'expriment et d'autres ne s'expriment pas, sont plus introverties. Et c'est tout à fait. On est tous avec ce qu'on est, avec nos bien sûr, bien sûr, tout comme vous pouvez très bien être inspiré par une série d'interventions, et il y en a d'autres qui vont pas du tout vous parler. Voilà, l'idée c'est pas de vous forcer, il y en a déjà pas mal. Alors c'est une des particularités cette année que j'ai oublié de dire. On a d'habitude 12 interventions. Cette année, on a fait un peu plus, on en a donc 16. On reviendra à 12 l'année prochaine. Mais pour le 5e anniversaire, on avait envie de mettre le paquet, donc voilà, on a envie de faire la fête. Donc voilà pourquoi il y a autant d'interventions cette année. Mais donc, vous voyez, faites votre marché, comme je dis, et ne vous arrêtez pas à un titre non plus. Une fois que vous serez inscrit, vous allez pouvoir cliquer sur chaque intervention, voir qui est la personne. Vous verrez qu'on a vraiment des personnes qui viennent de tout milieu, de toute forme d'expertise, et chaque fois le thème est décrit. Donc, voyez si vous parle dans le thème ou pas. Voilà, je pense que ça, c'est important. Parce que c'est pas forcément des spécialistes du haut potentiel. On n'est pas même plus du tout là-dedans. On est vraiment dans plein de manières différentes d'aborder la vie. Donc, c'est pour ça que je pense que ça peut concerner vraiment n'importe qui, même si on n'est pas concerné par le haut potentiel. Je pense qu'il y a beaucoup de ressources dans ce congrès. Alors oui, en général, je dis quand même la clé d'entrée, c'est la grande sensibilité. C'est sûr que si le côté émotionnel vous intéresse pas, il peut y avoir de fortes chances que mon congrès vous saoule. Donc voilà, je pense que ça, il y a et puis il y a le côté développement personnel évidemment qui est là quoi. Mais oui, je vous engage vraiment à aller voir en fonction de vos centres d'intérêt. Et pour revenir sur ce que tu disais. Il y a des personnes qui sont vraiment des experts au potentiel, qui travaillent très spécifiquement avec cette cible-là. Il y a des personnes qui sont concernées, je pense à Isa Padovani par exemple, elle est une experte de la communication non violente et de 50 000 choses, ce qui a été vraiment très très gai, ce qu'elle le dit d'ailleurs dans son interview, c'est que pour une fois elle peut parler, elle ne s'en cache pas, il y a des tas de gens qui m'avaient déjà dit il faut que tu invites Isa Padovani, mais pour une fois, je peux parler de ce qui m'anime en venant à une de mes caractéristiques, à ce côté au potentiel. On a Martin Latulippe qui, lui, partage son parcours. Il a eu un début à l'école vraiment très compliqué, très touchant d'ailleurs de l'écouter. Et aujourd'hui, il est super connu pour des tas d'autres choses. Donc lui, c'est pas un expert qui vient vous donner des clés. Enfin, si, il vous donne des clés, mais il le fait à travers son expérience et son témoignage. Donc, on essaye vraiment de rentrer par différents prismes, parce que sinon, ça serait embêtant, on serait tout le temps dans le même canevas, quoi. En parlant de ça, tu réponds un peu. Il y avait une question
sur donner des exemples concrets. Il y avait Christine qui nous avait demandé des exemples concrets d'adaptation réussie et épanouissante de la part de différents cas de haut potentiel. Donc en voilà. Voilà, on en a plein dans notre congrès, oui. On en a plein dans notre congrès. Tu fais partie aussi de ces personnes qui accueillent cette sensibilité, cette singularité. Une des raisons pour laquelle j'ai voulu mettre en place un congrès, c'était justement pour sortir de cette image que le haut potentiel systématiquement souffre plus que les autres. Il y a des hauts potentiels qui souffrent. Hypersensibles qui souffrent, et il y en a qui souffrent pas. Voilà. Pourcentage est le même dans la population. Les études montrent qu'il y en a pas qui souffrent plus ou moins, qui réussissent plus ou moins. C'est juste que chez nous, quand c'est intense, c'est intense. Donc, ce qui peut faire au niveau émotionnel quelque chose comme ça, chez monsieur, madame, tout le monde, on va dire, chez nous, c'est ça. Et ça fera jamais ça. Par contre, on peut apprendre à accueillir ces vagues. Et donc voilà, le congrès, c'est ça aussi, c'est nous équiper, c'est voir le côté positif derrière tout ça. Et je pense qu'il y a seulement des personnes qui sont concernées, soit parce qu'ils sont concernés à titre personnel, parce qu'ils sont dans cette expertise-là, parce que à un moment ou un autre, ils ont un enfant qui est concerné, qui peuvent vraiment en parler avec cœur. J'ai l'impression, en tout cas. En tout cas, c'est comme ça que ça se présente jusqu'à présent dans notre congrès. Ok, super. Est-ce qu'il y a, voilà, s'il y a des personnes dans le chat qui veulent poser des questions, je vais passer. Alors, c'est vrai qu'il y a une personne qui dit, on a des enfants au potentiel et c'est difficile souvent de communiquer avec l'école parce que les profs, les maîtresses, les instituteurs et institutrices ne sont pas toujours très au fait de tout ça, ont pas envie non plus de venir avec encore des problèmes. Alors, on leur amène du haut potentiel, du 10, etc. Donc ça, c'est pas toujours facile. Alors, moi, je vais rebondir là-dessus. Je pense qu'un des pièges, c'est d'aller trouver l'enseignant en lui disant « mon enfant est haut potentiel ». Parce qu'entre autres, je pense qu'effectivement, il y a des tas de parents qui associent le haut potentiel à quelque chose de valorisant. Et quand leur enfant vit une difficulté, vont coller cette étiquette-là. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure manière de faire les choses, mais je peux comprendre que les profs, parfois, en aient un peu marre. Et puis, il y a les profs qui n'ont pas envie d'entendre ça parce que ça va refléter quelque chose chez eux. Donc, moi, mon conseil, c'est vraiment de venir avec les caractéristiques et les besoins de vos enfants. Donc, votre enfant, il comprend plus vite qu'un autre, et il a besoin d'être occupé, il a peut-être besoin de refaire pas tout le temps les mêmes exercices, mais de pouvoir avoir accès. Je pense à ma cousine qui a fait ça avec son fils le plus jeune. Elle avait négocié, mais sans parler de haut potentiel, elle avait négocié avec la prof institutrice ou que sais-je, qu'il puisse sortir de sa mallette un cahier que sa maman avait, enfin des cahiers d'exercices que sa maman lui donnait. Et en fait, comme ça, il restait tranquille. Et il a fait ça pendant un nombre d'années. Voilà, pour moi, une façon d'équiper. C'est pas toujours aussi simple que ça, on est bien d'accord, quoi. Et je pense que les enseignants qui sont sensibilisés à la thématique du haut potentiel vont reconnaître et vont aborder, vont dire, oui, haut potentiel. Mais je vous invite vraiment, en tout cas, c'est mon point de vue, hein, après, à y aller tout doucement avant de prononcer ces mots-là. Parce que ça serait dommage de stigmatiser sur votre enfant quelque chose qui n'est pas bien compris, en fait. Il y a une intervention par rapport aux enfants. Je reviens dans le congrès. Nancy Doyon et Martin Daigle. Oui. J'ai adoré cette interview. D'ailleurs, elle fait 1h30. Comme ça, on est prévenu. Voilà, on l'a mis en deuxième partie. Elle bat tous les records de longévité, enfin de longueur en tout cas, pas de longévité, mais de longueur dans le congrès, parce que j'ai jamais fait une interview aussi longue, 80 minutes oui, mais pas 90. Et vraiment où ils viennent dans la systématique familiale, où ils se positionnent en couple, ils se positionnent en tant que parents, famille recomposée, très très intéressant. Je me suis bien amusée. J'ai trouvé qu'ils amenaient tout ça avec beaucoup d'astuces, des choses concrètes, etc. Donc voilà, si vous êtes en famille, si quelque part c'est compliqué avec vos enfants, je vous invite vraiment à écouter cette interview-là, en fait. Donc ça, c'est vraiment une interview à écouter pour les familles et les parents. Ben toutes, hein, mais celle-là en tout cas. Hein, mais,
On approche doucement de la fin parce qu'on avait dit qu'on arrêtait à 18 heures. Il est voilà, dans 10 minutes. Donc, s'il y a encore des questions, donc on vous rappelle, peut-être Mehdi, si tu peux mettre le lien pour s'inscrire au congrès, ou Marc, l'un des deux qui sont derrière, parce que moi j'ai changé d'ordinateur, donc j'ai plus rien sur cet ordinateur, mais il marche. La technique. Moi, j'ai dit maintenant que je suis la reine de la technique. Avant, j'étais une blonde, je n'ose plus parce que je me fais massacrer. Et puis, c'est plus sympa de dire que je suis la reine de la technique. Moi, je suis la reine de la technique, mais pas avec un nouvel ordinateur, que je n'ai pas mes références. Donc, voilà. Voilà, Mehdi a mis le lien direct, un petit lien plus raccourci pour que ce soit plus facile. Voilà, donc vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Il y a ce petit livret gratuit que tu offres sur quatre phases d'intégration de la douane. Donc ça, c'est vraiment déjà une magnifique ressource. Oui, beaucoup de personnes me renvoient je voulais l'imprimer pour le montrer, mais j'ai pas eu le temps. Ça fait encore même pas là, mais oui, je n'ai même pas là. Tu vois, ce cordonnier le plus mal que je sais, mais c'est pas très écologique, donc on le fait pas. Et voilà, donc il y a ce petit livret, et puis il y a tout ce qui va arriver en direct. Donc c'est rendez-vous, l'ouverture, c'est jeudi prochain, le 8, à 19h heure française, 13h heure du Québec. C'est ça. 1 p.m., 1h. Et pour 8-9 jours. Alors 10 avec le 17, puisqu'il va y avoir, puisque chaque fois vous avez 24 heures, on vous laisse intégrer les 24 dernières heures des dernières séances, donc les séances du 15. Donc le 16, il y a entre guillemets rien, il y a rediffusion, et le 17 c'est un samedi, on se retrouve pour la soirée anniversaire, la soirée de clôture. Et dès que vous vous inscrivez, en fait, vous allez recevoir un mail où on vous demande de confirmer. J'insiste parce que on vous demande d'appuyer sur ce bouton-là, confirmer votre inscription. Et puis tout de suite après, je vous renvoie un mail avec le lien pour rentrer sur le groupe Facebook. Il y a 3 questions auxquelles on vous demande de répondre. Parce que voilà, on veut vraiment que les gens soient engagés, comprennent à quoi ils s'engagent et ce que vous allez avoir dans le groupe. Vous pouvez, comme tu l'as bien dit, télécharger le livret, les 4 phases d'intégration de la douance. Il y a déjà des exercices. Vous aurez accès à tout le programme avec votre espace de connexion et mardi, donc 48 heures avant ou plus tard, vous allez recevoir tous les liens d'accès. On va vous expliquer comment vous faites pour vous connecter. On a essayé de faire le plus simple possible. Voilà. Et puis surtout, on a une équipe qui est là à votre disposition pour répondre à vos questions. N'hésitez pas. C'est vraiment une équipe très engagée, très bienveillante aussi, qui est vraiment là pour répondre à vos questions. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, on peut vous aider sur ça. Voilà. Peut-être un mail que les gens peuvent utiliser spécifique. Oui, alors c'est support @emotif avec un S à la fin -talentueux.com. On n'a pas su faire plus court. Je peux le mettre. Je l'ai bien écrit. Oui, c'est ça, super. Ok. Donc voilà, ça c'est si dans un deuxième temps ça marche pas ou quoi, voilà, il y aura quelqu'un pour vous. Voilà. En tout cas, merci Nathalie. Je pense qu'on a répondu à peu près à toutes les questions qui avaient été posées. Alors, pas en détail, mais c'est pour ça que le congrès est là, parce que là, il y a vraiment du temps. Là, on n'avait qu'1 heure toutes les deux. Est-ce que je te laisse le petit mot de la fin. Merci beaucoup à toi pour cette opportunité de pouvoir expliquer ce qu'est le congrès, ce que ça peut apporter aux personnes. Et puis surtout, n'hésitez pas, lapsus que j'annule, n'hésitez pas à partager ce lien aussi, parce que je me rends compte, j'ai partagé tout à l'heure, là on est à 20 000 personnes, mais ce qui me touche moi beaucoup, c'est de me dire que c'est potentiellement 20 000 personnes qui peuvent enfin mettre des mots sur ce qu'elles vivent. Je trouve chaque année super frustrant. Et en même temps, voilà, ça fera toujours partie de ce qui se passera, d'avoir des personnes qui arrivent fin octobre, début novembre, en disant, on a parlé de votre congrès, comment je fais pour revoir c'est fini. Quand sera le prochain? Dans 11 mois. Donc voilà. Parce que d'expérience, les gens commencent à partager les premiers jours, le temps que les autres aient l'info, s'inscrivent, etc. Donc, vous faites bien maintenant, quoi. Voilà. France, vous avez le lien, voilà.
le pack, c'est bien parce qu'on a tout et qu'on a de quoi aller plus loin, mais on n'a pas le live, on n'a pas le direct, on n'a pas les échanges, on n'a pas le chat, on n'a pas le groupe Facebook. Donc, si vous avez après dans le pack, nous on continue. C'est pas juste un truc où vous regardez et puis vous vous débrouillez tout seul. Hein, okay. On a vraiment une formule où il y a un groupe spécifique où on continue à animer, où on se voit 1 à 2 fois par mois, hein, puisqu'il y a de mémoire dans le pack une dizaine de sessions. Avec, alors, il y en a 4 avec les orateurs, il y en a 6 avec moi. Et je vois les personnes qui sont dans ton groupe qui en fait partie. C'est vraiment ce qu'il y a comme demande également, c'est de pouvoir échanger. Et puis en plus aujourd'hui, on a les fameuses breakout rooms dans Zoom qui permettent aux gens d'échanger entre eux. Donc on est encore en train de réfléchir pour voir ce qu'on peut rajouter chaque année au moment du pack en fonction des demandes des personnes. On n'hésite vraiment pas à aller un petit peu plus loin que ce qu'on avait promis parce que je trouve que c'est important que les personnes puissent recevoir ce qu'elles attendent de recevoir, évidemment. L'idée, c'est que vous restiez pas tout seul, que vous puissiez continuer votre chemin. Voilà. Il y a un moment où c'est important dans cette découverte-là. Voilà. Ben, merci Nathalie. Merci à toi. Merci à chacun. Merci à tout le monde, merci à chacun. Passez une bonne soirée pour ceux qui sont en Europe et une bonne après-midi pour ceux qui sont sur le continent nord-américain ou une bonne nuit ou selon où vous êtes dans le monde. À très bientôt. On a notre prochaine rencontre, ce sera le 20 octobre. Le 20 octobre avec Dawson Church. Dawson devait venir la semaine prochaine, enfin cette semaine, lundi, demain. Et on a dû annuler et reporter. Donc, ce sera le 20 octobre à 20h30 pour ceux qui veulent nous rejoindre. Dawson Church. Merci Nathalie. Merci Florence. Merci beaucoup. Bonne soirée, bonne journée, comme a dit Florence, à chacun d'entre vous et à très, très bientôt. À jeudi. Merci. Au revoir. Au revoir.